docteur Amélie Andréani Jardot. Merci de nous recevoir sur L2A Concept. Salut, Bienvenue, bienvenue. Voilà, on a beaucoup de merci. chance en fait de te recevoir. Tu es médecin psychiatre et sexologue à Yverdon-les-Bains, en tout cas pour le moment. Oui, c'est ça, je travaille là-bas pour le moment. Évidemment, la première question concerne le point G. Alors, on sait que chez la femme, c'est le point G, on en parle beaucoup et on trouve beaucoup d'indications sur le sujet. Mais c'est une question qui est ressortie en fait du sondage. Est-ce que, est-ce que les hommes ont également un point G ou peut-être est-ce qu'on appelle ça le point P, je ne sais pas, mais est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer le sujet, cette question? Voilà. Alors, merci pour cette belle question. Donc, le point G, vous savez, c'est Ernest Greffenberg qui l'a mis en évidence dans les années 50. Il a remarqué qu'il y avait plusieurs récepteurs, des récepteurs très nombreux à un endroit dans le vagin, donc qui se situe à peu près à 2-3 centimètres si vous introduisez le doigt dans le vagin côté ventral. Et puis, c'est un point donc qui est plus sensible. Il y a beaucoup de récepteurs donc, qui, c'est ce qu'on dit, hein, qui apportent un plaisir particulier et un orgasme fort. Et puis, donc, ça dépend évidemment de certaines femmes. Tout le monde n'a pas érotisé, ça veut dire quoi? Investi son point G, hein. Ça demande quand même d'aller le toucher, ça demande de, de l'érotiser, ça demande de l'investir en fait finalement. Donc toutes les femmes n'ont pas un orgasme quand on leur touche le point G. Hein, il y a des femmes qui sont plutôt clito, ça c'est encore une grande question. Il y a des femmes qui sont plutôt vaginales. Alors moi je fais partie des sexologues qui disent que oui, il y a deux types d'orgasmes, enfin, c'est-à-dire que notre cerveau est capable d'investir plusieurs zones du corps qui peuvent déclencher des orgasmes. Le point G en est une, les seins, les mamelons aussi. Il y a des femmes qui sont capables de jouir des mamelons sans qu'on leur touche le clito, etc., etc. Chez les hommes, il ne faut pas les oublier, les hommes, ils sont importants aussi. Ils ont aussi des zones euh, érogènes secondaires, donc c'est-à-dire ils ont le gland et puis le pénis, hein, avec lequel, si on fait des va-et-vient, voilà, ils peuvent avoir un orgasme et jouir. Mais il y a aussi d'autres points. Et le point P, pourquoi on l'appelle le point P? P comme prostate. Donc certains hommes qui ont investi aussi leur prostate, ça veut dire qu'ils sont allés introduire des objets ou qu'ils ont joué avec leur partenaire ou même eux-mêmes par la masturbation, ils sont allés titiller leur prostate. Donc la prostate, si vous concrètement, si vous enfilez un doigt dans l'anus, il se trouve non pas côté du dos, mais côté ventral à 4-5 centimètres de l'anus. Donc là aussi, si on l'érotise et puis qu'on l'investit, on peut avoir des très jolis orgasmes. Certains hommes disent même que l'orgasme du point P est plus fort et plus intense que l'orgasme habituel. D'accord. Alors, c'est quand même, enfin, j'imagine que c'est pas toujours facile ou toujours évident pour un homme d'accepter en fait, d'investiguer ou d'érotiser comme tu dis en fait cette zone. Donc comment on amène un homme à accepter en fait justement peut-être d'essayer tout au moins ou d'investir en fait cette zone-là? Comment fait-on? Donc c'est vrai que là, tu ouvres le sujet sur des questions sociales. Donc l'homme, comme on l'a imaginé depuis quelques décennies, l'homme hétéro, l'anus, c'est réservé à plutôt aux homosexuels. Donc c'est vrai qu'il y a eu des réticences à investir le corps autre que juste leur pénis. Mais ça, je crois qu'avec ces dernières années, on est gentiment en train
casser les codes, d'ouvrir les, ouais, d'ouvrir les mentalités. Et puis, ce que moi je dis toujours, c'est dès le moment où vous êtes curieux, dès le moment où vous êtes un peu sexophile, donc intéressé, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sexe, c'est bon pour la santé, c'est bon pour moi. Je vais investir ma sexualité avec mon psychisme, mais aussi mon corps. Donc, dès qu'on est un peu curieux, si on a des partenaires un peu pertinents aussi qui disent, viens, on va découvrir des choses, je pense qu'ils peuvent un peu plus se lâcher. Moi, je leur dis toujours, mais essayez déjà dans votre sexualité personnelle, essayez d'aller titiller avec le doigt ou un objet, enfin, soyez curieux. Puis si ça plaît pas, ça plaît pas. Puis par contre, si ça plaît, ce que vous voulez, il y a pas de conséquences négatives à découvrir tous les endroits secrets de son corps. Ouais, donc c'est quand même, c'est bien en fait quand le couple communique, au travers de ça et peut-être invite à la découverte personnelle, donc à la masturbation par exemple, qui permet justement en fait de découvrir le corps plus personnellement, puis après peut-être de le partager dans le couple. C'est ça, c'est ça. Après partager dans le couple, alors ça dépend, hein, il y en a qui vont préférer découvrir ça avec un partenaire. Mmh. La masturbation, là aussi, il y a des codes, là aussi, il y a des tabous autour de la masturbation. Et puis d'autres, ils vont préférer faire ça en intimité avec eux-mêmes en premier. Mais découvrez, moi je donne ces conseils, découvrez votre corps, allez. Je voulais juste ajouter quelque chose. Au niveau de l'orgasme prostatique, il est possible que si on ne touche pas le pénis ou il n'y a pas de pénétration, il est possible que si on arrive à un orgasme juste en touchant la prostate, que l'orgasme soit sec, ça veut dire sans éjaculation. Tout D'accord, comme, OK. tout comme l'orgasme anal, il y a certains hommes aussi qui ont bien investi leur anus. Euh, donc, la prostate, ok, on rentre dans l'anus, mais si je retourne le doigt et puis que je érotise la partie postérieure de l'anus, je peux aussi arriver à un orgasme sans toucher la prostate, d'accord? Donc, chez les hommes, par l'anus, il y a deux types d'orgasmes. Il y a celui où on arrive sur la prostate, donc les homosexuels connaissent bien. Puis dans une autre position, le pénis un peu orienté différemment, il va être un peu plus postérieur et puis ça sera aussi un autre type d'orgasme qu'on appelle un orgasme anal, Ah sans prostate. d'accord. OK, alors ça, tu vois, je ne savais pas. Tu m'apprends quelque chose comme quoi, bon, j'apprends toujours des choses dans les interviews parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément on n'a pas assez je dirais, je pense, est-ce que ça fait partie de l'éducation? Je ne sais pas. Est-ce que ça fait partie d'un certain formatage ou peut-être une certaine timidité? En fait, on n'ose peut-être pas aller sur le sujet directement ou alors peut-être après un certain nombre d'années avec son partenaire. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, en fait, d'aborder, cette question-là parce qu'en fait, même chez l'autre aussi, ça peut peut-être faire peur également à l'autre. Il se dit, «Est-ce que voilà, est-ce que, ma f» j'entends souvent des hommes dire: «Ma masculinité en prend un coup», quand on parle justement de sexe anal et cetera. Souvent, j'en entends parler. Bah, oui, parce que la construction, enfin, la société a construit un peu le modèle masculin sur le fait que l'homme, c'est celui qui est actif, entre guillemets, un peu dominant. Donc, dans la sexualité, dans les positions sexuelles, l'actif, il pénètre, entre guillemets. Mmh. Que l'homme doit apprendre à érotiser de la soumission, entre guillemets, et puis être pénétré. Mmh. Mmh. Il y a aussi, je voulais ajouter, parce que ça m'a fait penser, ton commentaire, au fait que on est quand même dans une société, plus ou moins, on va dire, il y a des tabous autour de la sexualité. On est un peu encore puritain. Alors, heu, dans la société de tous les jours comme ça, hein, on est assez puritain. Par contre, derrière notre smartphone, sur internet, là, c'est un peu moins puritain. Je trouve que c'est pas facile de
on paraît au monde comme ça dans la vie de tous les jours habillé, très prude et puis derrière nos écrans un petit peu plus, mal tourné on va dire et puis, ben, peut-être on abordera l'éducation sexuelle, mais c'est une chose à avoir en tête. Quand tu parles des smartphones ou autres, tu parles de par exemple d'applications de rencontres et puis, les gens communiquent entre eux sur leur sexualité, tu dis? Ou tu parles plus de films pornographiques et autres, hein? Alors je pensais aux films pornographiques, mais, également, je crois que sur ces sites de rencontres, cachés derrière notre écran, on est quand même un peu plus dévergondé, hein. Ah bah, c'est une sacrée protection, hein, enfin l'écran, hein, ça c'est clair. Mais c'est vrai que c'est bien que tu abordes la question parce que c'est une question que je voulais te poser. Une question que beaucoup de personnes se posent autour des films pornographiques. Est-ce que c'est un bon moteur? C'est pas bon de regarder des films pornographiques? Quel est ton avis sur le sujet? Parce que ça quand même, là, je parle vraiment du monde d'adulte, hein. Je parle pas en fait d'adolescents qui commencent par regarder des films porno, hein. Je dis vraiment les adultes. Est-ce que c'est un bon truc ou un mauvais truc en fait d'aller voir des films porno? Alors c'est les 2. Alors j'explique un peu ma réponse. Est-ce on va commencer par lequel? Par le mauvais? Allez, on va commencer par le bon, parce que le mauvais, on en entend beaucoup en ce moment. Donc le bon. Donc quand on est, donc quand on est célibataire ou quand on est, en couple et puis, que l'imagination, faiblit ou quand on commence à tomber dans la routine, le porno, en fait, ça sert à enrichir la vie fantasmatique des adultes. C'est l'objectif numéro un, enrichir la vie fantasmatique des adultes. Alors quand vous êtes à court de fantasmes, quand il y a une panne de désir ou de libido, s'allumer un petit film porno, tout seul pour sa propre, sexualité personnelle ou même en couple à 2, trouver le bon sujet qui convient aux 2, mais en couple à 2, ça peut comme ça enrichir la vie fantasmatique et puis, les couples se plaignent toujours, de l'initiation, hein, que c'est difficile de remettre en marche le premier step d'excitation. Alors ça, le film porno, il va être génial parce qu'il va vous mettre en excitation deuxième ou troisième marche. On dit qu'on va jusqu'à 10, hein. Ah 2e, d'accord, OK. je dis de 0 à 10 l'excitation. On va dire quand on arrive à 10, c'est là qu'on arrive à lâcher prise et à jouir. Mais ce qui est difficile, c'est de passer de 0 à 1 d'excitation, hein, comment on fait, comment on se séduit, ça. Donc le porno, il va vous passer, en regardant les images, vous passez tout de suite à 1, 2, troisième marche. Donc ça, c'est chouette. Mmh. Par le porno, on peut aussi, titiller sa curiosité, heu, voilà, donc ça, c'est le côté bon. C'est le bon côté du porno. Attention à pas en abuser parce que c'est comme une drogue, hein, heu le cerveau aura toujours besoin, si vous en consommez beaucoup, le cerveau aura toujours besoin de plus d'excitation. Donc, il va aller toujours chercher du plus hard. Et puis là, on va tomber dans l'addiction avec une souffrance. Les patients, des fois, ils disent, bah, là, je suis en souffrance. Donc ça commence à être ma réponse au côté négatif du porno. Donc, faire attention à ne pas tomber dans un effet de tolérance où on va chercher toujours plus hard. Et puis, l'autre côté négatif du porno, je dirais qu'il faut cultiver un petit peu, son désir. Il ne faut pas franchir les étapes. Donc, faut pas aller chercher tout de suite trop hard parce qu'après vous aurez de la peine à retomber dans une sexualité, Tu dis progressivement alors? c'est ça. Hem, Par exemple, les jeunes hommes qui commencent leur vie fantasmatique sexuelle avec du porno. Donc voilà, ils se masturbent, ils ont leur écran, Mmh. puis en fait, ils ne savent plus rentrer dans un fantasme en fermant les yeux. Ils ont toujours besoin du visuel et puis, bah, ça pose problème parce que madame, peut-être, elle a envie, de tendresse, d'être excitée juste par les caresses du corps
Et puis, ou en fermant la lumière, on peut être un tout petit peu plus cocooning. Et puis, monsieur, s'il a été habitué au visuel porno, De il l'écran. arrive à baiser, entre guillemets, avec la lumière éteinte. Donc, il faut pouvoir. Donc, le compétent sexuel, c'est celui qui arrive à faire l'amour euh, de n'importe quelle façon. Et pas seulement qu'avec le visuel, ouais, tu m'excites, vas-y, viens voir. Ouais. Enfin, tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, tout à fait. Ouais, 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 Voilà, bah, en fait, c'est comme tout, en fait. Il faut y aller progressivement, il faut qu'il y ait un juste équilibre. Il faut aussi qu'il y ait, le même intérêt du couple, hein, effectivement, parce que s'il y en a un qui aime ça et l'autre qui aime pas ça, c'est un peu ennuyeux. Donc de nouveau, on est sur beaucoup de communication de nouveau, pour pouvoir ouais, pour pouvoir faire plaisir et trouver quelque chose qui plaît aux 2. c'est ça. Donc c'est dur, hein. Il y a que 5% des couples, enfin, grosso modo, j'ai pas d'études à la clé comme ça, mais 5% des couples qui sont super bien accordés sur le nombre de fois par semaine, les fantaisies. En général, on doit toujours s'accorder dans la vie. Donc des fois, on peut être un peu curieux et puis se dire, bon, D'équilibre OK, finalement, même dans la sexualité. À chaque fois que je fais une interview, on finit par: «C'est une question d'équilibre» et ben, je vois que dans la sexualité, c'est pareil. J'ai une question que j'avais notée en fait, et tu as un petit peu abordé la question tout à l'heure, concernant l'orgasme, clitoridien ou vaginal. Alors on entend plusieurs avis. Voilà, là, l'autre jour, on m'a dit, voilà, on m'a dit: «Non, non, mais il y a pas, ça c'est des rumeurs, il y a pas d'orgasme, séparé, clitoridien ou vaginal. En général, c'est, le même orgasme». Alors, moi, ça m'intéresse. C'est quoi ton avis? Est-ce que on les sépare? C'est possible d'en avoir 2 en même temps ou 3 en même temps? Quel est ton avis? Quelle est ton explication? OK. Alors, hem, donc bon, moi j'aime bien partir de l'expérience, hein. Donc si vous allez, demander à des femmes compétentes sexuelles qui arrivent à avoir aussi plusieurs orgasmes à la suite, si vous leur demandez à elles, elles vont vous dire: «Alors moi, j'arrive à avoir un orgasme, par exemple, des tétons, ou bien j'arrive à avoir un orgasme dans le fond vaginal quand il tape comme ça, c'est pas le même orgasme que quand il me titille le clito ou qu'il me fait un cuni». Donc si vous demandez à ces femmes-là, elles vont vous dire que c'est différent. OK. Maint Maintenant sur le côté un petit peu technique, donc c'est les gynécologues, hein, qui sont spécialisés autour du clito, qui vont aller voir au niveau de l'innervation. Donc là, je vais rentrer dans quelque chose un petit peu technique. Donc il existe un complexe qu'on appelle le complexe clitoro-vulvo-vaginal. Et puis ce complexe-là, il est innervé par le nerf qu'on appelle le nerf honteux. C'est rigolo, hein? Ça s'appelle comme ça. On pouvait Peut-être pas qu'un jour, l'appeler, on pouvait pas l'appeler le nerf victorieux, non, il fallait que ce soit forcément honteux, hein. moi, une suggestion, je vais en parler au prochain congrès. S'il te plaît, honteux. Nerf honteux, voilà, il innerve un peu ce complexe, clitoro-vulvo-vaginal, et on va dire que les tout premiers orgasmes des femmes, on est d'accord qu'ils partent de ce complexe. Donc il y en a le clitoris vraiment représente, hem, le point sensible très innervé qui permet d'avoir son premier orgasme. Puis après, quand on exerce la sexualité, comme je disais avant, quand on est curieux, quand on investit tout son corps, on commence à développer des zones secondaires. Il y a le lobe des oreilles, sous les aisselles, les seins, même la voix du partenaire, les petites paroles excitantes, tout ça. Il y a même des femmes qui jouissent pendant leur sommeil, si vous demandez, alors qu'on leur touche rien, hein. Donc, le cerveau aussi est une zone érogène hyper importante. Donc, je pense que le fond du vagin, qui est souvent représenté, hein, quand on parle de l'orgasme vaginal, c'est peut-être des zones secondaires qui ont été développées par la suite. Donc pour moi, il y a vraiment des orgasmes, des points différents. C'est comme ça que je répondrais.
Donc parce que souvent, en fait, j'avais aussi noté, justement sur le sujet, beaucoup de femmes culpabilisent, heu, d'avoir en fait parce que justement, on n'arrête pas de parler de cet orgasme vaginal et elles culpabilisent justement de ne pas avoir d'orgasme vaginal, mais d'avoir un orgasme clitoridien. Alors la question c'est est-ce qu'il faut l'explorer ou est-ce que finalement, l'orgasme clitoridien, voilà, c'est suffisant? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on entend toujours parler, c'est beaucoup de gens, hein, qui disent, l'orgasme vaginal, c'est extraordinaire, ça n'a rien à voir avec l'orgasme clitoridien. Puis bon, moi souvent je réponds, chaque individu est différent. Je pense que chaque personne réagit différemment justement aussi par l'impact sur le cerveau. Mais c'est vrai que quel est ton avis sur la question? Est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu en penses? Alors, on est dans une société de performance, hein. Ouais. Donc, il y a tout le monde qui dit: «Ouais, c'est quoi la femme la plus performante? Ouais, alors elle jouit de partout» et cetera. Donc bon, déjà, la société de performance, il faut qu'on se calme un petit peu. Et puis je dirais que ma réponse, elle va surtout s'orienter sur la satisfaction. Alors, la satisfaction, c'est plein de choses à la fois. Donc après un acte sexuel, on peut se poser la question: «Si je suis satisfaite sur une échelle de 0 à 10, combien?» Et puis même, on peut même se dire, un mois après, ce super, rapport sexuel génial, est-ce que je suis toujours satisfaite de la même façon? Donc ça va dépendre aussi du partenaire, ça va dépendre, enfin, de la relation qu'on a avec le partenaire, si c'est un amant, si c'était, alcoolisé, si c'était, enfin, s'il y avait de l'amour, s'il y avait pas de l'amour. Donc toutes ces choses, ça va s'ajouter pour avoir égalité, satisfaction sexuelle. Alors, c'est pas parce qu'on a eu, 1000 orgasmes vaginaux, que la satisfaction forcément est bonne. Bon, en général quand même, si on a eu des bons orgasmes, la satisfaction est assez bonne, mais pas toujours. Donc je dirais que si on prend plaisir à l'acte sexuel, puis qu'on a une bonne satisfaction, c'est pas grave si on n'a pas d'orgasme vaginal. D'accord. Exerce, hein, ça s'exerce, donc c'est pas inné, hein. Et puis les femmes qui ont ces orgasmes, qui sont compétentes sexuelles, c'est comme ça que je les appelle, enfin compétentes. Ouais, qui ont une bonne compétence sexuelle, en général, elles ont mis en place une sexualité depuis toute petite. C'est-à-dire qu'à 3 4 ans, ben, on découvre, que par en bas, ça fait du bien et puis on a eu une éducation sexuelle ouverte, on n'a pas eu d'abus, on n'a pas eu de trauma là autour. Donc il y a quand même pas mal de choses pour arriver à une bonne compétence sexuelle. Quand tu parles de compétences, est-ce que tu parles de confiance aussi? De confiance en soi? Ah bah oui, Ouais. oui, oui, donc la entre guillemets, la compétence sexuelle, c'est celle qui a une bonne image corporelle, qui quand elle se balade, enfin on voit, les donc il y a l'estime de soi, l'image corporelle, la confiance qui rentre, dans tout ça, hein. D'accord. Bon, après, souvent, on en parle des fois avec les copines où c'est vrai qu'on se dit des fois, on voit une femme qui est très sûre d'elle, en fait, dans la rue, qui se tient super droite, perchée sur des talons aiguilles et qui, quand tu commences à la connaître et qu'elle parle de son intimité, en fait, on découvre une femme qui est pleine de, ouais, pleine de timidité et de manque en confiance. Donc, est-ce que c'est vrai, des fois, souvent on entend, on dit voilà, l'habit fait pas le moine. Une femme, des fois, dans la vie qu'on rencontre, qui peut être extrêmement timide, peut être extrêmement dévergondée, ou même chez les hommes également, des hommes timides dans la vie de tous les jours, mais qui peuvent être un peu dévergondés dans leur intimité. Non, mais c'est vrai. Non, c'est juste. C'est juste, on peut des fois avoir, on peut compenser, hein, par une attitude, on peut compenser certains complexes. En fait, c'est pas écrit, hein, sur le front, Ouais. compétence sexuelle, Ouais, ouais. pas écrit. Mais je pense quand même que quelqu'un qui est très complexé dans la vie de tous les jours,
je suis pas sûre qu'au niveau intimité, tout à coup là, ça Il se change. révèle, ouais, ouais. Et pour revenir à l'éducation, alors il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis quelque temps. Alors, moi je suis de la génération, sida, et c'est vrai que la génération sida, on a commencé un petit peu, bah, déjà petit, à nous donner des cours d'éducation sexuelle à l'école, où au départ, le cours d'éducation sexuelle, on était censé parler du préservatif. Et puis en même temps, bah, c'était super parce qu'on avait une boîte, comment dire? Une boîte à questions, anonyme bien sûr, et on en profitait pour poser plein de questions un peu techniques sur la sexualité. Et c'est vrai que ces dernières années, je remarque, en tout cas à Genève, qu'il y en a plus. Et je me dis: «Mais c'est un peu dommage», parce que finalement, ben, un enfant, il se construit aussi il se construit sur ce qu'il apprend, et l'adulte, ben, finalement, il vit aussi ce qu'il a appris et ce qu'il a construit pendant l'enfance. Et qu'est-ce que tu as une remarque à faire par rapport à ça? Est-ce que tu constates la même chose? Oui, oui, je constate la même chose. Il y a eu, hein, l'année passée, cette histoire des t-shirts de la honte, hein, Ah oui, 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 je me rappelle. Mmh. que le message, c'était de se couvrir. Mmh. Voilà. Alors j'avais écrit un petit article, mais il faut renforcer la conclusion de l'article, c'était qu'il fallait renforcer l'éducation sexuelle, non pas en interdisant, en cachant ou en réprimant ou en punissant. Tu m'entends bien là? Oui? Oui, oui, je Oui? t'entends. Ouais, ouais. Donc il faut plutôt favoriser l'éducation sexuelle. Donc oui, moi aussi, je suis à peu près de la même génération que toi. J'ai eu, ces cours d'éducation sexuelle. Alors, il y a 4 piliers à l'éducation sexuelle, je dirais. Il y a on parle de protéger des grossesses non voulues, hein, on parle souvent de ça, on insiste là-dessus. Donc ça, c'est attention, risque. C'est pas très c'est pas très sexophile, on va dire. Non, 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 c'est de la, prévention sécurité, quoi. Ouais. Ah, 2e sécurité, les MST. Attention, il y a plein de maladies, protégez-vous. Voilà. 3e sécurité, attention, il y a des agressions sexuelles, il y a des viols, il faut savoir se défendre, hein. Ouais. Et alors, le 4e pilier que je trouve qui manque vraiment dans les écoles, puis j'essaye d'apporter un petit peu ma contribution à ça. Qu'est-ce qui manque? C'est l'enseignement du plaisir. Ah Il y a ouais, ouais. une Mmh. personne qui dit: «Ben, écoutez les enfants, vous savez quoi? Vous avez une petite zone là en bas qui fait du bien. Vous l'avez déjà explorée? Hein? Essayez voir, ça fait du bien, parce que quand on a une bonne sexualité aussi, on se sent bien dans son corps et puis dans ses relations et cetera. Mais là, il y a personne qui vient expliquer, que de se toucher, en bas, ça fait plaisir. Bah, parce que je pense qu'effectivement, on confond souvent, en fait, quand on parle de plaisir, j'ai remarqué ces dernières années, on transforme toujours le plaisir en quelque chose de culpabilisant ou de tendancieux ou quelque chose de mauvais. Je donne quelques Et cours aussi, hein, je suis chargée de cours dans une formation, heu, vous pouvez venir, hein, je fais un petit peu de pub, donc www.formationsexologue avec un seul S au milieu, formationsexologue.eu. OK. Quand je donne le cours, sur, les préservatifs, sur les moyens de contraception, j'essaye d'amener quelque chose d'érotique. Parce que si on veut utiliser un préservatif, il faut que ça soit érotique. Donc la façon de le dérouler, la façon, de l'acheter ensemble, la façon, qui le déroule, qui l'achète, qui le met dans l'armoire. On le met à côté des sextoys, on le met à côté des BD érotiques. Où est-ce qu'on range nos préservatifs? Tout ça, c'est important pour garder quelque chose Heu, d'érotique. Alors moi, je après, trouve que enfin, la sexualité définit beaucoup de choses en tant qu'adulte, et on devrait vraiment,
au département de l'instruction publique, penser à avoir un cours, peut-être que je dirais peut-être pas toutes les semaines, 4 fois par semaine, mais tu vois, quelque chose genre, 2 fois par mois sur le sujet, pour justement parce qu'on se rend compte qu'aussi au sein des familles, ben, l'enfant, il a des fois de la peine à poser des questions, hem et puis, bien sûr, intervient toujours, les smartphones avec justement les liens porno. Et quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que tu penses que parce que c'est En ce moment, enfin, surtout en France, j'ai entendu, en Suisse, ça se développe aussi. Il y a pas mal de sites maintenant pour renseigner les enfants, sur la sexualité. Des sites assez bien faits. Il y a la BD de ZEP, hein, qui a paru, il y a un peu plus d'une année, je crois. oui, À partir de 8-9 ans, vous pouvez la donner à vos enfants. Et puis, petit conseil pour les parents, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre propre sexualité ou que vous vous sentez, mal sur le sujet, ne répondez pas à vos enfants, adressez-les, pardon, à des personnes, qui auront des réponses, adaptées. mmh ouais. C'est ça que je voulais dire, mais ça commence à se développer, hein, les sites, qui parlent de santé sexuelle, deviennent de plus en plus nombreux, donc essayez voir un peu d'aller voir sur Google, il y a des trucs pas mal. Ouais, je ferai la petite investigation, ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'il nous manque beaucoup on a toujours beaucoup de questions, mais avec un enfant, c'est quand même pas, la même chose. On ne sait pas si est-ce que j'ai été trop hard dans ma réponse? Est-ce que j'ai été trop crue? Est-ce que, hem D'enfants, j'ai un petit conseil. Donc il faut définir le mot intimité, hein. L'intimité, c'est quand même quelque chose de personnel, hein. Si on s'imagine comme un oignon, l'intimité, c'est la dernière couche, le cœur de l'oignon. Et puis, je pense que même dès l'âge de 4 ans, moi j'ai des patientes qui me disent: «Ah là là, mais ma petite fille, elle se frotte sur l'accoudoir du canapé, je sais pas quoi lui dire, il y a des visites, je suis mal à l'aise». En fait, il faut définir l'intimité, la chambre, son lit, un espace, hein, ça peut être intime, puis lui dire: «Tu sais, ce que tu fais, ça fait du bien, hein, c'est sûr, ça doit te faire du bien, mais ce genre de choses, ça concerne l'intimité et puis ce que je te propose, c'est d'aller découvrir ton intimité dans ta chambre, parce qu'on ne fait pas ça devant tout le monde. Mmh. Donc là, vous êtes pas, vous interdisez pas, Ouais, on n'est pas dans heu, la culpabilité, voilà. là, Mmh. donc il faut, gentiment, se permettre de dire des choses comme ça à son enfant, même tout petit. Ah ça merci pour le conseil, je le trouve vraiment intéressant parce qu'effectivement, on n'y pense pas forcément, on est mal à l'aise, on ne sait pas comment réagir et puis après on est vite dans la culpabilisation, genre: «C'est pas bien ce que tu fais». Et Ouais, voilà, tout de suite on dit que c'est pas bien donc forcément, l'enfant il y a une chance sur 2 pour qu'il intègre que forcément se faire du bien, c'est pas bien donc voilà. Mais c'est c'est intéressant. J'ai de une autre nouveau, on question. revient Revient sur l'équilibre et en fait, tu es juste en train de confirmer ce dont j'ai discuté, il y a pas très, très longtemps en fait avec une nutritionniste exceptionnelle qui s'appelle Virginie Terrier. On parlait justement en fait de cet équilibre et c'est vrai que finalement au bout du compte, être en bonne santé, c'est bien se nourrir, c'est respirer, c'est être moins stressé, c'est pratiquer une activité sportive et c'est faire l'amour. Ça va forcément avoir un impact en fait sur le quotidien, mais tout ça, ça veut aussi dire que sans parler de performance, hein, on ne parle pas de performance, d'être, un athlète de haut niveau dans tous les domaines, mais finalement, au bout du compte, de nouveau, on revient toujours sur cette, explication de c'est un équilibre, ça fait partie de la santé et c'est important. mmh, c'est tout à fait Et justement, alors, une petite question sur l'aspect, on va dire, alors, on sait apparemment, hein, que les femmes, bah, à partir de la ménopause, des changements sexuels s'opèrent, ça on le sait. Maintenant, chez l'homme également, avec l'andropause, hem, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'on peut recommander? Qu'est-ce qui serait bien de faire justement pour les hommes? mais alors, enfin, tu me dis pour les hommes?
moi, j'aurais dit déjà pour les femmes, vite, je réponds vite fait. Oui. Heu, Si vous avez une vie sexuelle assez riche et puis que, vous avez une activité sexuelle assez fréquente, alors j'ai pas d'ordre de grandeur, mais je dirais, quelques fois par semaine, Mmh. corps, il va prendre l'habitude, votre cerveau, il va être érotisé et puis vous allez, enfin, ces femmes qui ont conservé une bonne activité sexuelle ont moins de problèmes de lubrification. Donc je pense que au delà des changements hormonaux qu'on connaît à la ménopause, il y a aussi, de rester curieux et éveillé sur la sexualité, ça permet quand même d'avoir moins d'effets secondaires au niveau des sécheresses vaginales. Ah OK. Ah je savais pas alors. OK. Mmh. Les hommes et l'andropause, j'ai un petit peu envie de dire que c'est pareil. Alors il y a, hein, il faut faire attention, à la chute de testostérone chez certains hommes, mais ça, c'est le médecin qui va pouvoir faire des prises de sang et puis poser les questions pour être sûr qu'on ne soit pas en déficit de testostérone. Mmh. On perd la barbe, on perd des muscles, on est plus déprimé, on dort mal. Ouais, OK? donc hygiène de vie, OK. Mais voilà, enfin moi, mon conseil, c'est de garder une activité sexuelle régulière. D'accord. Donc alors ça, c'est intéressant, c'est juste pour moi pour être sûr que j'ai bien compris. Donc en pratiquant une activité sexuelle, régulière, ça permet justement, en fait, d'éviter des sécheresses après la ménopause plus fréquentes, c'est correct? Ah, je trouve que le raccourci, j'oserais pas dire ça. Le raccourci est un peu fort, mais si vous avez une activité sexuelle régulière, l'excitation chez les femmes, donc l'excitation chez les hommes, c'est l'érection, Oui. l'excitation chez les femmes, c'est la lubrification. Donc si vous avez pris l'habitude de lubrifier ra régulièrement, même les changements hormonaux auront moins d'impact que ça. Mais ceci dit, il existe, pour les femmes ménopausées, des super traitements, nouveaux, qui sont mis sur le marché, donc il faut aller consulter un médecin, hein. Ça, on pourra leur donner, ce qu'il faut. Mmh mh. Sécheresse vaginale en disant: «Oh zut, maintenant je suis en ménopause, j'aurai plus d'activité sexuelle». Non, 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 hein. Ah ouais, non, mais tu as raison de le soulever, hein. Puis alors justement, j'ai une autre question qui est revenue, c'est, alors depuis à peu près une dizaine d'années, on entend beaucoup parler de tantrisme. Alors, je rappelle pour la communauté Instagram que le tantrisme, on ne parle pas de prostitution parce que ça, j'entends des trucs complètement erronés, sur le sujet. Je rappelle que c'est des textes, des doctrines, avec certaines règles qui permettent une on on parle de liberté sexuelle, de libération énergétique sexuelle au travers de certains procédés. Voilà, c'est pour ça que j'aimerais juste quand même faire, cette aparté importante. Est-ce que tu penses quel est ton avis sur le tantrisme? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu recommandes? C'est quelque chose que quel est ton avis? Voilà, ça va être plus simple. Bon, il y a beaucoup de formes de tantrisme, différents. J'ai eu l'occasion de rencontrer, 1 ou 2, comment on dit? Pratiquantes comment on Oui, dit? pratiquant de tu dis en qui maîtrise ou tu dis qui enseigne? Non, alors, 1 ou 2 professeurs de tantrisme, je sais pas comment on dit. Mmh. Mmh mh. Vous faites les formations de sexologie et puis ça, je recommande. Donc si vous proposez des prestations de tantrisme, venez quand même faire, quelques cours en sexologie et bah, alors le tantrisme, moi je suis sexologue et puis je vais discuter avec mes patients, au niveau discussion, au niveau intellect, cérébral. Le tantrisme, ça va être plutôt, une expérience corporelle. Et énergétique. Oui. Et énergétique. Donc dans la sexualité, heu, dans certains chez les personnes qui ont certains blocages avec leur corps, ça peut être magnifique. Donc j'ai 1 ou 2 adresses et puis ça m'arrive de proposer à mes patients, voilà, essayez voir si vous êtes d'accord, d'aller faire une expérience et avec le corps. Donc c'est si vous voulez, c'est pas
on dit que c'est pas une relation sexuelle parce que, on est dans le recevoir. Donc la personne qui va, faire du tantrisme, elle va être dans la réception corporelle et c'est difficile, hein, Ouais, heu, ouais. développer la réception, c'est quelque chose qui est pas, inné. Tandis que dans l'acte sexuel, on va érotiser l'autre et puis on va donner, hein. Donc là, dans une expérience de tantrisme, vous êtes vraiment seulement dans la réception de ce qu'on vous donne. Puis c'est une forme de méditation, on va dire, où on investit chaque zone de son corps qui est palpée, qui est je ne sais pas. Ouais, Mais ouais. alors, effectivement, il faut aller vers des gens formés. On ne fait pas du tantrisme comme ça. Voilà, il y a des protocoles quand même pour garantir quelque chose de l'ordre du soin quand même, qui ne glisse pas dans la Oui, bien prostitution. sûr. Oui, oui, Ouais. d'ailleurs, ce sera bientôt ce sera aussi un sujet d'interview justement. Petit conseil Mais pour, par exemple, les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, donc qui OK. souffrent d'éjaculation précoce, on dit c'est une éjaculation en moins d'une minute. C'est bien aussi d'aller découvrir autre chose que juste la pointe de son pénis, parce que si on arrive à diffuser l'énergie et l'érotisme dans tout le corps, en général, on arrive à diffuser, à différer son orgasme plus facilement. Ah, c'est Donc, je conseille intéressant. de faire des expériences tantriques, ces hommes-là. Je trouve formidable parce que, je rappelle pour la deuxième fois que Amélie Andréani est médecin psychiatre, mais tu as une ouverture en fait sur justement ça fait plaisir en fait d'avoir des médecins qui parlent ouvertement aussi de certaines pratiques énergétiques et pas uniquement. J'ai rien contre la médecine, hein, je trouve formidable la médecine, hein, mais je veux dire, c'est bien d'avoir cette ouverture, je trouve ça génial parce que le tantrisme, c'est quand même quelque chose que, voilà, tout le monde ne connaît pas ou souvent les gens connaissent mal et peut-être que, voilà, c'est toujours une question de comment on le pratique, bien sûr et avec qui, évidemment, mais je trouve formidable que tu sois ouverte, sur le sujet. Donc, Merci. Même si l'éjaculation précoce, donc entre guillemets, il y a aussi des médicaments, hein. Mais ouais. donc, quand on parle de sexualité, c'est quand même bien d'investir, tout son corps et donc évidemment, que je suis ouverte à tout ce qui est paramédical, ça c'est sûr, hein, Ah c'est mais c'est bien. génial, je trouve ça fantastique parce que je pense que c'est quand même c'est un ensemble, je pense. Mmh. Donc voilà. Est-ce que tu penses que l'être humain, dans sa globalité, est en fait bisexuel et pansexuel? Ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des genres très précis? Est-ce que tu penses que voilà, est-ce que ma question était super claire ou est-ce qu'elle n'a pas été très très clairement posée? Alors c'est une question pas facile. C'est une question pas facile, mais si je reste un petit peu, dans le même ordre d'idées, que je viens d'avoir, si on peut érotiser ses seins, si on peut érotiser la voix de l'autre, pourquoi on pourrait pas érotiser une personne du même sexe, hein? Mmh. Moi, c'est compliqué parce qu'on se heurte. Enfin, je suis quand même psychiatre, il y a des modèles, enfin, je voudrais pas déconstruire l'hétérosexualité comme elle a été, amenée par Freud ou et cetera, mais quand même, personnellement, si on peut érotiser le corps d'un homme, pourquoi on pourrait pas érotiser le corps d'une femme? Mmh. En plus, il y a eu une étude qui que le corps d'une femme suscite quand même, pas mal d'excitation quand ils ont fait une étude, ils ont mis des gens, en train de regarder des images, des corps des femmes et d'hommes et cetera. Ils OK, disent même que le degré d'excitation, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, le corps de la femme est quand même assez excitant. C'est ça, qu'on a retrouvé d'accord. dans cette donc moi, j'aurais tendance à dire, oui, mais il faut vraiment être ouvert, passer les codes, passer les mœurs. Et puis il y a certaines personnes, à qui ça va pas plaire, hein, donc ils vont rester dans un mode complètement hétéro, hein.
Ouais, c'est juste en fait cette remarque, je me disais, voilà, de plus en plus, on entend lâcher prise, écoute ton instinct, regarde à l'intérieur de ton cœur. Alors si vraiment on est dans cette intuition-là et qu'on casse les codes et qu'on se pose vraiment la question: «Qu'est-ce que j'aime?» Est-ce que voilà, est-ce que justement finalement, ben, une femme, pourrait pas juste c'est pour ça que j'ai une préférence de dire, voilà, plus pansexuel parce qu'on parle vraiment on parle vraiment d'être, hein, et pas seulement, femme, homme, genre et voilà. Je me dis: «Mais est-ce que finalement l'être humain, il est pas du moment qu'il aime, est-ce que voilà, il pourrait pas aimer dans la globalité, quoi?» Oui. Alors là, c'est une question difficile parce que tu vois, dans ta question, en fait, tu parles maintenant d'amour. Mmh. Alors que si je parle de sex de sexualité, Oui, il faut savoir érotiser enfin, donc pour répondre à ta question, il faudrait qu'une femme puisse érotiser une «chatte» hein, entre guillemets oui, et oui. c'est pas donné à tout le monde. Il Mmh. faut d'abord se mettre dans ses fantasmes, enfin, il faut casser quelques codes. Oui, Donc c'est pas évident, mais si on part du principe qu'on est ouvert et puis on investit aussi le même sexe, c'est possible, ouais, à mon avis, on pourrait être des êtres, bisexuels. Mais là, on est encore trop normés par, plein de oui, codes. bien sûr. Non, bien sûr, mais après je me disais dans un autre temps, dans une communauté hippie, tu vois? Où tu dis: «Il y a pas de code, il y a rien, on est complètement ouvert». Finalement, en fait, quand je dis aimer, c'est voilà, c'est avoir de l'attirance, pardon, je me suis peut-être mal exprimée, mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, je comprends dans ce que tu dis qu'il y a quand même toute une construction mentale dans la sexualité et que c'est pas seulement quelque chose d'inné. Voilà Non, et ça, je pense que c'est important, en fait, de bien insister là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui de nouveau culpabilisent de ne pas ressentir certaines choses, culpabilisent d'avoir tel et tel sentiment, émotion pas comme les autres, hein. Et peut-être que de dire que est-ce qu'on pourrait dire que, je sais pas si c'est le bon terme, hein, mais est-ce que la sexualité finalement, ben, il faut la pratiquer, il faut créer, il faut la travailler, façon de parler? Est-ce qu'on peut dire ça? oui, on peut dire ça. Je crois que c'est un bon résumé de l'interview. Et écoute, est-ce que tu as une observation à faire, un conseil que tu aimerais nous donner, pour clore cette magnifique interview avec toi? J'apprends plein de choses, vraiment, c'est formidable, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire? Bah, alors merci à toi de m'avoir invitée, je trouve ça chouette et puis le mot de la fin, c'est, le sexe, c'est bon pour la santé. Ah oui, là, tu as résumé le oui, je pense que et encore plus, maintenant que jamais, je pense. On en a tous besoin, dis-moi, comment on fait si, par exemple, on veut prendre rendez-vous avec toi? Comment ça se passe? Tu nous tu co tu on passe par Facebook et Instagram? Explique-nous un petit peu comme ça, les gens qui nous regardent, en fait, pourront savoir. D'accord. Alors j'ai ma page, Facebook, qui s'appelle DR, enfin docteur, Amélie Andréani Jardot. Vous pouvez me Mmh. trouver sur Facebook. J'ai aussi, une page Instagram. Puis pour le moment, je travaille à Yverdon, au centre des Toises. Il y a une consultation de sexologie dont je suis responsable, donc vous pouvez passer par le centre et puis qui sait peut-être, d'ici quelques mois ou années, je m'installerai. On pourra me trouver, sur Google, j'imagine. Vraiment, Et de tout mon cœur, je te remercie, en fait, d'avoir accepté cette interview. On a abordé des questions qui sont importantes. Je te remercie du temps que tu nous as accordé. C'est vraiment chouette et puis, ben, j'espère qu'on pourra, te revoir avec peut-être d'autres questions à un autre moment. Mais en tout cas, mille merci. avec grand plaisir. Merci à toi.